Bonjour Mariam. Bonjour On Rachid. redevient un peu sérieux Je avec vais vous. commencer à devenir fan de basket, moi aussi j'ai l'impression. Moi aussi, c'est très bien. On parle des écoles inclusives au Maroc, le Maroc qui avance dans le domaine. En effet, le Maroc accélère sa transformation éducative avec une ambition claire, bâtir une école qui n'exclut plus personne. Et parmi les grands chantiers en cours, celui des écoles pionnières, lancé en 2023, qui occupe une place centrale. Et comme le rapporte Média 24, 2415 établissements publics viennent d'être labellisés pour l'année 2025-2026, soit près de 15% de l'ensemble des écoles publiques du Royaume. L'idée est simple, créer des établissements pilotes en avance sur le reste du système pour tester ce qui pourrait devenir l'école publique de demain. Nouvelles méthodes pédagogiques, dispositifs contre le décrochage scolaire, formation des enseignants. Ces écoles servent de laboratoire pour une future généralisation à grande échelle. Mais moderniser l'école, c'est aussi revoir son cadre légal. Comme l'explique tel quel le projet de loi 59-21 présenté par le ministre de l'Éducation Mohamed Saad Brada promet d'unifier et de moderniser tout l'édifice scolaire. Pourtant, il suscite de vifs débats. L'opposition et la CDT alertent sur l'introduction du concept d'école partenaire, ouvrant la porte à des financements privés dans les établissements publics. Faute de garanties solides sur la gratuité, certains redoutent une privatisation progressive de l'école publique, une inquiétude réelle dans un pays qui fait de l'égalité des chances un principe cardinal. Mais rappelons aussi que l'inclusion, dans son terme le plus complet, dépasse les salles de classe. Elle concerne aussi les enfants dont la scolarité nécessite un accompagnement spécialisé. Et c'est là que l'engagement de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, prend toute sa dimension. Maroc Diplomatique rapporte l'inauguration à Meknès du centre Princesse Lalla Asma, 3e implantation après Rabat et Tanger. Ce pôle régional d'excellence assure une prise en charge à 100% gratuite de 56 enfants sourds et malentendants, combinant éducation, langue des signes, orthophonie, soutien social et suivi des implants cochléaires. Le centre accompagne également 30 jeunes en formation professionnelle encadrés par l'OFPPT, pour garantir leur autonomie et leur insertion dans la vie active. Et avec ce modèle unique au monde, déjà reproduit dans 21 pays de la région MENA, d'Afrique et d'Amérique du Sud, la Fondation Lalla Asma consolide un véritable réseau marocain d'inclusion où chaque enfant, quelles que soient ses réalités ou son handicap, peut apprendre, progresser et surtout trouver sa place dans la société. La presse, Mariam, s'intéresse aussi ce matin au Bénin pour analyser l'échec d'un coup d'État. Et on le sait, le Bénin a frôlé le basculement dimanche. Une tentative de coup d'État vite neutralisée par les forces loyalistes a visé plusieurs résidences de haut gradé. L'attaque brève mais violente a fait quelques victimes des deux côtés ainsi que des blessés. Et parmi elles, l'épouse du général Bertrand Bada, directeur du cabinet militaire du président Patrice Talon, qui a succombé malheureusement à ses blessures. Et comme le rapporte 24 heures au Bénin, un conseil extraordinaire des ministres s'est réuni hier. Objectif, renforcer la sécurité du territoire, évaluer les failles et ouvrir une enquête pour identifier les commanditaires. Un moment de gravité ouvert par une minute de silence justement pour rendre hommage aux victimes. Mais un rappel aussi, l'État béninois tient et ses institutions également. Et d'après l'analyse du Djeli, ce putsch n'avait presque aucune chance d'aboutir. Les mutins semblent avoir été emportés par la vague des coups d'État dans la région, persuadés, selon l'article, qu'un simple communiqué lu à la télévision suffirait à renverser le pouvoir. Mais le Bénin n'est pas un terrain propice. Plus de 30 ans de stabilité démocratique, un président à 5 mois de la fin de son mandat et une armée restée loyale, malgré un paysage politique tendu où l'opposition dénonce un pouvoir verrouillé. Mais dans ce contexte, c'est une autre bataille également qui se joue en parallèle, celle de la désinformation. RFI montre comment des vidéos anciennes ont été recyclées pour faire croire que des millions de Béninois soutenaient les putschistes. Un récit complètement fabriqué, devenu viral en quelques heures. Une démonstration de plus que dans les moments de crise, les fake news peuvent devenir une arme contre la stabilité des États. Un rappel essentiel, la vigilance face aux fausses informations qui se propagent à vitesse grand V est désormais une question de sécurité nationale. Également cette question dans la presse, un an après la chute de Bachar el-Assad, quel futur pour la Syrie ? Le 8 décembre 2024, la chute de Bachar el-Assad ouvrait une nouvelle page pour la Syrie. Et un an plus tard, cette date est une célébration qui dépasse
dépasse même les frontières du pays. L'Orient le jour raconte la ferveur en Libye et au Liban, où Syriens et Libanais ont convergé sur la place Al-Nour, portrait du nouveau président Ahmed El-Shareh, dressé sous les drapeaux de la Révolution. C'est un jour sacré, répètent les exilés, et beaucoup attendent la fin de l'hiver pour enfin rentrer reconstruire des maisons détruites. Mais derrière la joie, le pays avance sur une ligne de crête. Comme l'explique France 24, Ahmed El-Shareh gouverne une Syrie en Libye, PIB divisé par 3, industrie à l'arrêt, 90% de la population sous le seuil de pauvreté. Entre la suspension fragile des sanctions américaines, une économie inondée de produits étrangers, des infrastructures détruites et un territoire encore morcelé, les défis sont immenses. Le pouvoir doit aussi gérer une équation politique sensible et complexe, sécuriser le pays, réformer l'État tout en rassurant certaines minorités et des alliés occidentaux attentifs à chaque geste pour garantir la réhabilitation du pays dans la géopolitique mondiale. Et un an après la chute du régime, les Nations Unies appellent à ne pas perdre de vue l'essentiel, le sort des milliers de disparus, l'urgence humanitaire et la reconstruction, tout en considérant le retour des réfugiés. UN News rappelle que plus de 3,1 millions de Syriens sont rentrés depuis 2024, mais plus de 4,5 millions vivent encore dans les pays voisins. Mais des exilés syriens, généralement mal aimés d'ailleurs, dans les pays où ils ont été, entre guillemets, accueillis et qui n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer au pays, et la presse en dresse quelques portraits. En effet, Rachid, derrière les chiffres, il y a des visages, et comme celui justement de Bilal Shorba, le banquier syrien revenu à Daraya revoir ses graffitis, certains miraculeusement intacts au milieu des ruines, d'autres criblés de balles, raconte Média 24. Il y a aussi Houssam Laham, exilé pendant 9 ans, qui arpente les ruines de la ville. Ancien commandant rebelle, il se bat désormais pour reconstruire, lever des fonds, rétablir l'eau, les écoles, les maisons. Il y a aussi des milliers d'autres exilés qui reviennent dans des villes où 65% des bâtiments sont détruits, où il faudrait apprendre à vivre, à scolariser les enfants, à rebâtir pierre par pierre. Des retours portés par la mémoire, la douleur et un espoir tenace, reconstruire la vie que la guerre avait tenté d'effacer. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 décembre 2025. Quel 9 décembre retenez-vous ? Je retiens le 9 décembre 2025. Ah ben voilà. Aujourd'hui, Rachid, c'est pratique, mais c'est une belle date aujourd'hui qui rentre dans l'histoire du Maroc. Le 9 décembre est désormais la journée nationale de la médiation du service public, une date approuvée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle renvoie à un moment clé, la création de Diwan al-Madalim, instituée le 9 décembre 2001 par Daïr royal. Diwan al-Madalim, devenu par la suite l'institution du médiateur du royaume, s'inscrit dans une tradition marocaine ancienne, celle des instances de recours accessibles aux citoyens, du vizir des Chikayet au Wali al-Madalim. Et aujourd'hui, l'institution du médiateur est reconnue comme une instance indépendante de protection des droits de l'homme et de gouvernance. Sa mission, être un intermédiaire entre les citoyens et l'administration afin qu'ils bénéficient des services administratifs consacrés par la loi, tout en protégeant et en faisant respecter l'équité et la primauté du droit. Cette nouvelle journée nationale devient ainsi un rendez-vous annuel pour valoriser la médiation institutionnelle, partager les bonnes pratiques et réfléchir à la manière d'améliorer la relation entre administration et citoyens. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna. C'était la revue de presse.